Ok, donc pour la suite des vidéos tuto, on va parler de trucs un peu plus techniques ce coup-ci. Euh, donc à savoir, pour ceux qui voudraient savoir, on va parler des différents types de palettes. Vous en faites pas, hein, elles sont toutes pareilles, mais c'est juste que par rapport à leur positionnement, elles vont avoir des buts, on va dire, différents et des utilisations différentes. Mais bon, là déjà, on va se focus sur les palettes. Donc avant que la game débute, il va y avoir encore beaucoup d'informations à nouveau, hein, mais vous inquiétez pas, je pense que ça sera plus digérable que la vidéo d'avant. Euh, euh, Les palettes et les fenêtres aussi, je l'ai pas précisé. Donc pour les palettes, on a ce qu'on appelle différents types de palettes, c'est le cas pour toutes les maps. En gros, pour vous expliquer, par rapport à où sont placées les palettes, elles vont pas avoir le même effet. Par exemple, s'il y a des palettes qu'on va dire les palettes à stun. C'est des palettes qui vont être là vraiment pour stun le tueur, parce que si on le stun pas, le tueur pourra facilement la contourner et rattraper le survivant pour lui donner un coup. Donc c'est vraiment des palettes que si on les utilise pas pour stun, elles vont servir à rien. À la limite, vaut mieux même pas les abaisser contre un bon tueur, ça servira à rien. Je parle plus du point de vue survivant pour bien illustrer, hein, mais vous, bien sûr, votre but, ça sera de bien jouer et de pas vous faire stun par ces palettes-là, parce que vu que leur seul objectif c'est de stun le tueur, bah, vous devrez jouer en conséquence d'essayer de pas vous faire stun. C'est ce qui est le plus important. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer après qu'est-ce que je veux dire par stun palette. Je vous détaille un peu comment ça fonctionne. Et donc là, je vais directement parler de ça avant que la game commence. Les autres palettes, ça va être des palettes qu'on va dire semi-safe, safe. Comme ça que le détail, la plupart des gens qui connaissent le jeu, hein, du côté anglophone. Euh, Donc je veux pas entrer ultra dans les détails de ce que différencie une semi-safe palette d'une safe palette. Parce que je pense pas que c'est vraiment important. Mais en gros, c'est des palettes qui vont permettre aux survivants de faire ce qu'on appelle une loupe. Et c'est pour ça que j'en parle avant la game. Pour pouvoir vous l'illustrer pendant celle-ci. Plutôt que d'en parler en pleine game. Les loops, j'ai même pas la traduction exacte, mais en gros, sur Dead by Daylight, c'est le fait qu'un survivant tourne autour d'une palette. Donc en gros, il va y avoir, si vous voulez, un long obstacle avec une palette au bout et le survivant va tourner autour de ça. Pourquoi tourner? Parce que le tueur a une plus grosse hitbox que le survivant. Donc même s'il va plus vite, quand un survivant tourne autour d'un objet quelconque qui fait, on va dire, un carré quelconque, hein, on va imaginer un obstacle de type carré, et ben à chaque coin, le tueur va devoir se décaler un tout petit peu plus. Ce qui fait que même si le tueur va rattraper le survivant, même dans les très bonnes loupes, hein, il va quand même le rattraper. Il va mettre plus de temps que si c'était une ligne droite et que ça serait juste vraiment les deux vitesses qui se confrontent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est stylé, au moins ça me laissera un peu plus de temps pour expliquer, hein, mais bon. Bon, attendez, je vais juste voilà, lancer la game. Mais du coup, ça va me laisser un peu plus de temps pour expliquer. Peut-être qu'en une seule game, je pourrais vous expliquer tout ce que je voudrais, ça sera pas mal. Enfin, on va voir ça. Mais donc en gros voilà, donc les semi-safe safe palettes, c'est des palettes où on peut se permettre de loop comme ça. Donc vous l'aurez compris, une stun palette, il va y avoir un environnement qui va faire qu'on peut pas se permettre de tourner autour d'un obstacle. Je vais essayer de vous illustrer ça dans la game qu'on va faire là si ça veut bien se lancer. Pour que vous voyez bien comment on peut essayer de différencier ça. Après, début de jeu, si vous savez pas trop différencier ce que je viens de dire, une safe palette d'une palette où on peut loop, vous en faites pas, c'est pas extrêmement grave. Je veux dire, ça viendra avec le temps, vous finirez par comprendre. J'essaie de vous montrer des exemples quand même pour pouvoir illustrer. Mais donc voilà. Je vais essayer de vous illustrer ça du coup parce que là, ça, je pense que ça fait suffisamment d'infos. Le mieux, c'est que je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler. À savoir que je ne l'ai pas précisé, mais les safe palettes, donc les palettes qui sont les plus compliquées pour le tueur, c'est des palettes où soit la loupe est tellement grande que le tueur va perdre beaucoup de temps. C'est souvent des palettes qui vont soit bloquer tout un chemin. Donc basiquement, si vous la cassez pas, bah, vous passez pas, hein. C'est un couloir, vous pouvez pas passer à travers la palette. Ou alors ça va être des palettes qui ont des loupes extrêmement vénères, du genre une palette avec une fenêtre à côté qui vont faire que le survivant a beaucoup de moyens de s'en sortir. Donc c'est généralement des palettes qu'on est obligé de casser.
Alors que les semi-safe, même si elles sont gênantes, il y a toujours moyen de s'en sortir. Vous voyez là on a déjà un bon exemple, c'est bien. Vous inquiétez pas, je vais quand même essayer de faire la game normalement comme d'habitude. Là on a ce qu'on appelle une semi-safe palette, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait la définir. C'est des fois compliqué hein, de définir une différence entre une semi-safe et une safe, donc vous embêtez pas techniquement. On va plutôt dire que c'est une palette qui permet de loop. Donc en gros, vous voyez, si un survivant arrive, son but ça va être de me faire tourner comme ça autour de la palette, pour que je perde du temps. Bon, moi j'ai mis un piège hein, pour qu'il se le prenne s'il s'amuse à faire ça justement. Comme ça que je joue mon trappeur. Et voilà, en gros il va essayer de me faire tourner comme ça, et quand il va voir que je le rattrape, si par exemple là j'essaye de le frapper, il va la down, et ça va me stun, ça va être son principal objectif. Et il va tourner autour de palettes comme ça le plus longtemps possible. Elle a dû bien s'amuser à me voir faire mon tuto. Donc c'est pour ça le... Là vous voyez on a une safe palette par exemple. Celle-là on va être obligé de la casser quasiment si elle nous gêne quoi. Elle va la down. Ouais. Bon j'étais pas obligé de la casser en vrai, c'est un peu my bad. Surtout que j'aimerais bien vous montrer comment on joue aussi contre. En passant... Ouf. Ah, ça a fait un joli combo. Là vous voyez, on a une utilisation correcte du pouvoir. Hop, voilà. Bon vous inquiétez pas, je vais faire ma game là parce qu'il se passe beaucoup de choses donc... je vais faire vite fait ça. Et viens s'il te plaît. Viens dans mes bras chérie. Donc là vous avez vu, j'ai pas pu vous montrer la loupe parce que le survivant je le serrais de trop près mais c'est plus ou moins ce qui allait se passer si je le serrais pas. Je vais vite fait vous parler des deux fenêtres ici, ça c'est ce qu'on va dire des fenêtres... Celle-là clairement c'est une fenêtre unsafe, c'est des fenêtres qu'il faut surtout pas prendre, vous voyez, vous la prenez, le tueur va juste faire ça et il va attendre de vous rattraper, le temps de l'animation de la fenêtre il va vous rattraper ou au mieux vous allez pas gagner de distance donc ça sert à rien. Par contre ces fenêtres là c'est plus des safe palettes, vous voyez, vous le prenez, le survivant soit il doit la prendre mais ça va le ralentir, soit il doit faire tout ce contour là. Donc ça par contre c'est des bonnes palettes, des bonnes fenêtres. Bon bien sûr faut arriver du bon côté hein, si vous arrivez comme ça, vous amusez pas à faire le contour comme ça et à la prendre parce que si le tueur est derrière vous, bah il va arriver comme ça lui. Hein, bien évidemment ça dépend de quel angle on arrive. Mais si vous arrivez par ici, bah, vous avez juste à la prendre et là le tueur, ben, il est obligé de faire le contour et de perdre du temps. Donc c'est plutôt des safe fenêtres, ça. Voilà, ici on a plus une palette à stun. C'est pas le meilleur exemple, mais je dirais que c'est plus une palette à stun qu'une vraie palette à loop. Même si on peut quand même un peu louper autour de ça. En plus, vu que c'est assez haut, on voit pas le tueur, donc on peut vite se faire brain, donc c'est pas vraiment le meilleur endroit où loop, vaut mieux pas. Vaut mieux vraiment pas loop ici. Malheureusement, il n'y a pas... Ouais, à part ces palettes-là, il n'y a pas vraiment d'autres palettes qu'on pourrait qualifier de palette à stun. J'aurais bien aimé vous montrer ça précisément. Mais bon. C'est pas bien grave. Ici, on a une bonne palette à loop. Bah d'ailleurs, profitez-en, vu que je joue le trappeur, je vais pouvoir vous montrer des exemples. Voilà, par exemple, vu que je sais que c'est une palette à loop, moi, je vais mettre des trappes de sorte à empêcher la loupe, vous voyez. Par exemple, un survivant qui va louper, donc son but, ça va être de tourner, par exemple, autour de ce gros arbuste, là, hein, de ces gros buissons. Bah, il va louper, il va faire ça, et tac, il va se prendre mon piège, et il pourra plus loop. Et moi, je pourrais le choper. Alors, pourquoi je les mets là, et pas... Et comment dire? Et je les mets pas directement sur la palette, ça c'est question technique, c'est parce que les... C'est parce que les survivants ont tendance à check les pièges sur les palettes à plus haut niveau. Mais ils ont pas tendance à check la loupe en soi, donc c'est vraiment un truc plus technique on va dire. Ok, elle la drop. Pareil, ça c'est une bonne palette à loupe, vous voyez normalement. Si elle joue bien, elle va tourner autour, voilà, exactement comme ça. Bon après là c'est question un peu de la brème, c'est pas vraiment une safe palette, vous voyez, si vous jouez... Vous pouvez vous en sortir pour lui donner un coup, hein. Ça dépend du skill du survivant et de votre skill à vous, on va dire.
Mais bon. Voilà, là elle va la reprendre et je vais pouvoir l'intercepter ici. C'est pour ça que c'est une semi-safe et pas une safe, parce qu'il y a quand même moyen de brain assez facilement, vous voyez, hein, c'était pas très technique, pour l'avoir. Ça essaie de me lampe torche, mais ça on s'en fout. Là pareil, on a encore une bonne exemple de une bonne loupe que les surveillants peuvent faire. Donc pareil, plutôt semi-safe palette parce que la loupe est pas non plus infâme. Mais ça reste un très bon endroit. Voilà, je me doutais qu'elle serait là-dedans. Un très bon endroit. Ça, c'est des fenêtres pareil, semi-safe aussi. Vous voyez qu'on peut perdre un peu de temps au tueur, mais il faut pas s'amuser à trop tourner autour. C'est pas des fenêtres ultimes, quoi. Et voilà, je vais encore beaucoup parler, mais comme vous avez vu, elle a drop la palette. Alors comme j'ai dit, c'est plus une stun palette, donc vous voyez, elle a été assez punie, elle aurait pas dû la drop sans me stun. Du coup, je l'ai instantanément rattrapée, elle a gagné absolument aucun temps. Et en plus, elle m'a donné une palette gratuite, quoi. C'est une palette qui m'embêtera plus, moi, dans ma partie. On va aller l'accrocher là-bas. Bon, j'espère que j'ai pu être assez clair. Après, vous inquiétez pas. Les palettes qui peuvent servir à loop et celles, on va dire, qui vont plus être là pour stun, vous allez les reconnaître au fil du temps, hein. De toute façon, vu que vous êtes en tueur, c'est moins grave de les reconnaître du premier coup d'œil. Que c'est surtout important pour les survivants de savoir s'ils peuvent loop ou pas. Vu que eux, par contre, s'ils s'amusent à loop autour d'une palette où on peut pas loop, ben ils vont le payer très cher et ils vont être à terre. Vous, bon, vous avez juste un peu à profiter, entre guillemets. Les survivants vont montrer par eux-mêmes si la palette est bonne ou pas. Vous allez vite savoir si la palette est chiante pour vous ou si c'est juste une palette qui est là pour stun et que si vous évitez le stun, elle va pas vous gêner. Bon. En tout cas, pour ce qui est des palettes et des fenêtres, j'ai à peu près tout dit. Les fenêtres, j'ai moins détaillé, mais la plupart des fenêtres sont pas si safe que ça. Vous voyez, ce genre de fenêtre, c'est pas très safe, surtout par rapport à où on arrive. Bon, en vrai, elles sont pas safe, vous voyez, un survivant va la prendre. Mais vu que vous avez la porte là, vous allez vite l'intercepter, quoi. Au pire, vous ferez un retour en arrière si le survivant la reprend une deuxième fois. Et ça va pas être terrible pour lui, c'est vraiment pas des bonnes palettes. Des bonnes fenêtres. Elle, pareil, hein, vous voyez, avec quelques pas, on fait le tour. Et c'est vraiment pas ouf. Je sais pas pourquoi elle veut absolument... Bon, on va la laisser tranquille. Voilà. Maintenant que j'ai parlé un peu des différents types de palettes, j'essaie encore d'en parler un peu au fil de la game, mais on va moins s'y attarder. On va parler d'une chose que vous avez peut-être vu que je fais, qui est de faire des pas en arrière. Alors c'est pas pour l'effet de style, il y a un intérêt qui va être assez compliqué à vous faire visualiser, mais très facile à expliquer. En gros, si vous avez joué survivant, ou si vous avez des connaissances en survivant, vous savez que le tueur a comme une lumière rouge devant là où il regarde. Qui littéralement indique en fait la direction où regarde le tueur, hein. Les survivants la voient très bien, c'est une mécanique importante. Et cette mécanique justement, elle va permettre aux survivants de vous voir arriver des coins. Ah d'ailleurs je viens de me rendre compte que je vais la lose, donc pas grave. De toute façon il fallait que j'explique. Donc ça c'est pas bien grave. Donc ouais, c'est une mécanique qui va permettre aux survivants de vous voir d'arriver des coins. Je vais vous donner un exemple plus concret. Par exemple, un survivant qui serait quelque part dans cette pièce, si moi je me mets ici, là vous voyez, techniquement il me voit pas parce que je suis pas devant la porte. Et pourtant il va savoir que je suis là grâce à ma petite lumière rouge qui apparaît devant moi. Et donc l'intérêt de faire des pas de dos, c'est quand vous voulez surprendre un survivant qui s'attend pas à vous voir arriver d'une certaine direction, vous faites un pas en arrière comme ça et hop vous vous retournez et là le survivant s'attend pas à vous voir arriver parce qu'il voit pas votre lumière. Il voit votre corps littéralement passer comme ça. Et donc dans certaines loupes de palettes, et c'est pour ça que j'en parle dans la vidéo où je parle des palettes, ça va avoir beaucoup d'intérêt
de faire des pas comme ça en arrière pour surprendre des survivants. Alors je sais pas si je pourrais vous montrer un exemple. Oui, hein, là je vous ai dit, hein, il a pris une fenêtre qui est absolument unsafe. Elle a servi à rien, hein. Il a pas gagné de distance. Je l'ai quand même rattrapé très rapidement. C'est un bon exemple des fenêtres à pas prendre. Là par contre, vous voyez, bon, il a pré-drop. Normalement, un bon survivant, ça joue pas comme ça. Est-ce que je peux... Je sais pas pourquoi il s'est arrêté en fait. S'il s'arrêtait pas, il survivait, mais bon. Normalement, j'étais pas censé l'avoir si facilement, mais des fois, hein, il faut tenter. Hein. Ouais. Un truc que j'ai pas précisé, c'est un peu accessible. Enfin, c'est quand même important de le savoir. Il y a beaucoup de fenêtres qui sont safe de base, mais que si vous détruisez un mur qui est à côté d'elle, elles deviennent littéralement unsafe. Ça arrive assez souvent. Il y a vraiment pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est basiquement une fenêtre où si vous détruisez le mur à côté, elle sert plus à rien à part détruire les survivants. Lui, il a été dans un cul-de-sac, hein, par contre. Dead hard. Voilà. Bon, ça c'était gratuit, hein. J'ai eu de la chance qu'ils connaissent pas trop la map. Le level a pas l'air d'un guidingo, hein, chez les autres survivants. Les deux d'avant ça allait, mais chez eux ça a pas l'air fou. Hein. Voilà, ça va être un peu gratuit pour moi, je sais qu'il en reste plus que 3. Du coup, vu qu'elle a sauvé Bill... Vous voyez, là j'aurais pu faire un pas en arrière, ça l'aurait un peu plus surpris. C'est pas nécessaire, hein, mais c'était un petit plus, quoi. Ouais, elle a des dards dans un... Bon, bref. Les perks des survivants, j'en parlerai dans une vidéo d'après, d'ailleurs, je le précise. Ça sera la dernière vidéo où ça sera expliqué les perks les plus joués en tant que survivant. Et comment les contrer en tueur. C'est une petite aparté que je précise là. Je sais que ça peut en intéresser beaucoup. Bill va aller sauver David King, normalement, on voit ses traces. Voilà. Bon, finalement, j'ai quand même gagné la game alors que j'ai mis beaucoup de temps à vous expliquer certains trucs. Ça me fait plaisir. Après, c'est vrai que j'ai tué quelqu'un très très tôt, mais j'avais pas vraiment le temps de m'en soucier. Étant donné que bon... j'étais occupé à vous expliquer. Ça pareil, c'est littéralement, il n'y a pas de doute, c'est une semi-safe palette, hein, on peut loop autour. Mais faut pas y rester trop longtemps. Parce que comme vous allez le voir, voilà. Si vous faites ce qu'on va dire une erreur en tant que survivant, c'est le down instantané. C'est le genre de palette où on peut loop, mais il faut quand même être méfiant en survivant parce qu'on peut vite se faire avoir. Là, on va avoir un bon exemple. Je vais en profiter pour vous montrer parce que j'ai rarement vu un truc concret comme ça. Là, on a l'exemple d'une fenêtre qui est absolument horrible parce que vous voyez, vous pouvez la contourner comme ça. Donc c'est une fenêtre absolument à pas prendre. Et juste à côté, vous avez la fenêtre, ben, pas safe, mais semi-safe en tout cas. Parce que, vous voyez, le survivant la prend. Et s'il est malin, il va du coup, quand il va voir que vous le poursuivez, vous, normalement, vous allez faire ça. Et du coup, lui aura juste à tourner de ce côté-là de la maison, aller à droite. Et il pourra faire le tour comme ça et s'échapper par là. Après, il y a toujours des moyens de brain hein, dans ces cas-là. Hein. Vous pouvez retourner en arrière sans qu'il y fasse attention pour le surprendre. Mais ça reste du brain, on va pas en parler plus que ça. Ça n'empêche que la fenêtre en soi était semi-safe. Hop, on va refermer la trappe. Et là, ça va être le endgame. Je pense avoir tout dit sur les palettes. J'aurais aimé vous montrer peut-être d'autres exemples. Mais bon. Une petite précision, vu que je ne l'ai pas vraiment détaillé, mais comment différencier une semi-safe palette d'une safe palette. Déjà, comme j'ai dit, c'est très ambigu. C'est pas facile de différencier forcément les deux comme ça, de dire ouais, toi t'es telle palette, toi t'es telle. Pas toujours si évident que ça. Mais globalement, ce qui va jouer,
C'est surtout une histoire de si la loupe est longue. Les loupes assez longues, c'est généralement des palettes assez safe. Sauf quand la loupe dure vraiment une éternité, genre c'est un mur entier. Bon là, ça va être plus une stun, hein. Parce que bon, on pourra pas tourner autour d'un mur de 20 mètres de long non plus. Et c'est aussi, ça va être aussi s'il y a des safe palettes à côté, enfin des safe fenêtres pardon à côté. Il y a une fenêtre qui est ultra safe à côté d'une palette à loop. La palette forcément va être ultra safe aussi vu que ça va permettre aux survivants d'avoir beaucoup de ressources. Et ça va aussi... Ok, il est là. On va finir la game. Non, j'allais dire autre chose, mais non, non. Non, non, ça fait pas tout. Il aura tenté, hein. Bon, vraiment, cette game s'est plutôt bien passée. Bon, j'espère que j'aurai été assez clair. De toute façon, si je vois qu'il y a des trucs qui ont peut-être pas été clairs, j'essaierai d'arranger le tout en post après au montage. Comme je l'ai fait pour la première vidéo, mais normalement on n'est pas trop mal pour ce qui est des palettes. J'ai pu vous parler aussi de la lumière du tueur, donc même si j'ai pas pu vous remontrer d'exemples, vous en avez au début de la vidéo quand j'en ai pas parlé. En début des chases. Donc vous pouvez revoir ces moments-là si ça vous intéresse à ce niveau-là. Ok, donc petite intervention post-VOD. Il y a plein de choses que j'ai pas pu vous parler parce que dans une game, c'est pas forcément des choses qu'on voit mais qui sont importantes et que je dois vous mentionner. Donc, qui sont des choses qui sont bien appropriées à cette vidéo, hein, qui sont des techniques un peu plus avancées et qui sont importantes de parler. Et je vais pas mettre de suspense, on va parler de counter de survivants. Donc quand vous prenez quelqu'un et que vous allez l'amener basiquement au crochet le plus proche, un truc que j'ai pas dit, mais déjà les survivants peuvent vous gêner. Quand ils n'ont pas d'item spécifique, le moyen le plus basique pour un survivant pour vous déranger, c'est ce qu'on appelle le body block. Donc c'est basiquement se mettre devant vous pour vous empêcher d'avancer et d'aller jusqu'au crochet. Il peut le faire en se mettant sur votre trajet, il faut savoir qu'il peut aussi le faire en se mettant sous le crochet. S'il se met sous le crochet en faisant ça, tant qu'il est bien placé sous le crochet, vous ne pourrez pas hook le gars même si vous êtes devant. Donc à ce moment-là, faut pas hésiter, il faut taper le survivant pour le faire déguerpir, pour pouvoir accrocher votre gars. Vous faites pas bait non plus, si jamais c'est quelqu'un qui vous tourne autour mais qui vous bloque pas directement et qui se décale à des moments pour éviter de prendre des coups, et ben tapez pas parce que je vous rappelle que vous portez quelqu'un donc vous pouvez pas faire de lunge attack, vous pouvez faire que des petites attaques très rapprochées quand il vous colle. Donc il faut pas vous faire bait, si vous fight bait trop souvent et que vous n'avez trop d'attaques dans le vent, le survivant sur votre épaule va pouvoir se libérer. Si vous voyez que le body block est trop conséquent et qu'il va vraiment vous empêcher d'accrocher quelqu'un, bah là, faut pas hésiter à lâcher le mec tant qu'il est encore temps. Bon, il faut pour ça toujours avoir un peu de place à côté de soi, sinon on peut pas lâcher le gars. Mais vraiment, ça c'est important, il faut le lâcher avant que le wiggle se finisse, parce que ça va beaucoup plus vous avantager. En fait, si vous voulez, imaginons que vous pouvez vraiment pas hook quelqu'un, vous allez le lâcher par terre. Le mec va rester en état critique par terre. Il va pas être heal, donc il va falloir que les autres survivants viennent l'aider. Vous, pendant ce temps, vous pourrez certes plus l'accrocher lui, mais vous pouvez tout à fait poursuivre quelqu'un d'autre pendant ce temps et accrocher quelqu'un d'autre. Hein. Et ce quelqu'un d'autre, bah, de toute façon, vous l'avez vu que vous avez quelqu'un qui vous a dérangé. Donc il faut pas hésiter à ce niveau-là à lâcher les survivants. C'est mieux de lâcher que laisser le wiggle se finir, bien sûr, parce que comme j'ai dit, le survivant qui va être au sol, il va pas pouvoir se relever tout seul. Alors il y a des paires qui permettent de se relever tout seul, mais ils sont assez rares. Donc globalement, dans la plupart des cas, ça va être une perte de temps quand même pour les survivants, puisqu'ils vont devoir aller aider leurs mates, se soigner et tout le tralala. Donc vous avez le temps quand même de faire une chase pendant ce temps. Donc un aspect à pas négliger. Petite précision que je mets là, oubliez pas que quand vous lâchez un survivant, il gagne de la barre de wiggle. Donc déjà, à savoir que si le bout de wiggle qui gagne est suffisant pour compléter le wiggle, ça va le proc et du coup vous allez le lâcher et être stun. Et lui il va être à nouveau debout. S'il n'est pas suffisant, il va juste finir au sol avec une barre de wiggle plus grande et quand vous allez le reprendre, elle va
elle va rester la même. Et il va pouvoir reprendre à partir du stade où vous l'avez lâché, avec le petit bonus, bien sûr, du fait que vous l'avez lâché. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, n'oubliez pas. C'est assez important. Je rappelle qu'un wiggle, normalement, c'est 13 secondes. Euh, donc c'est des choses à pas oublier. On va parler maintenant de la deuxième chose qui peut vous gêner, c'est le sabotage de crochet, qui est tout de même un peu plus gênant généralement que le body block. Les deux vont assez de pair d'ailleurs, ça arrive assez souvent. Donc le sabotage de crochet, c'est le fait qu'un survivant sabote un crochet avec une boîte à outils. Il y a aussi un pair qui permet de le faire sans boîte à outils, mais ça reste un pair qu'on va pas détailler plus que ça. Donc plus la boîte à outils du survivant va être bonne, plus il va pouvoir saboter vite, mais ça, bon bah ça va pas. Vous y pouvez pas grand chose en soi. Quand un crochet est saboté, vous en doutez, ben vous pouvez plus l'utiliser. Le crochet réapparaît au bout d'un moment, mais généralement les survivants sabotent des crochets quand vous avez quelqu'un sur le dos et que vous apprêtez à aller l'utiliser, et donc ça vous oblige à vous décaler à un autre crochet. Donc là, quand on sabote un crochet, que vous voyez que l'aura du crochet en question apparaît plus, que vous avez l'alerte et que vous savez qu'il est plus utilisable, globalement, la plupart du temps, vous allez vous diriger vers un autre crochet. Normalement, si les crochets sont pas trop éloignés, vous avez le temps d'aller à un autre, hein, je veux dire, il faut juste aller vraiment au plus proche. Généralement, ça passe. Si malgré tout, vous voyez que vous risquez de ne pas avoir le camp, ben pareil, même conseil, n'hésitez pas à lâcher. Toujours pareil. Faut pas s'inquiéter, le survivant va rester au sol, vous allez pouvoir chase celui qui sabotait. À savoir que quand un survivant sabote accroché, il fait une animation d'ailleurs. Donc s'il sabote pas instantanément, il a un temps d'animation, bien évidemment. Durant ce temps d'animation, il faut savoir que vous pouvez pas accrocher le gars. C'est-à-dire que si le crochet n'est pas encore saboté, mais qu'il y a un survivant qui est en train de le faire et que vous êtes devant le crochet, vous n'allez pas pouvoir accrocher votre personne. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est d'essayer de donner un coup le plus rapidement possible sur le mec qui est en train de saboter pour le cancel et l'empêcher de finir son animation et bien évidemment le blesser en prime. Maintenant, on va parler de la deuxième chose importante que j'ai pas du tout mentionnée et qu'il est temps de parler, c'est la lampe torche. Parce qu'au bout d'un moment dans le jeu, vous allez commencer à avoir des sacrés énergumènes qui vont se ramener avec leurs meilleurs piles et faisceaux. Et je peux vous dire que c'est pas toujours une partie de plaisir. Alors vous avez bien évidemment le perk résistance à la lumière que je parle sur une autre vidéo qui vous permet de ne pas être sensible à la lampe torche. Mais là, on va parler de comment counter sans ce perk là parce que vous n'allez pas toujours pouvoir l'utiliser. Et on va pas se mentir, c'est pas un perk qui est nécessaire en soi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc de base, la lampe torche, comment elle s'utilise? En gros, un survivant va l'avoir en main. Il va l'utiliser avec un clic et le pointer vers vous, donc sur votre visage. Et au bout d'un moment, si vous regardez dans la direction de la lampe torche, bien sûr, ça va vous aveugler. Donc de base, la lampe torche, quand on l'utilise sur un tueur qui va bien, qui est pas en animation, qui est juste en train de marcher, qui a personne sur son dos ni rien, bah c'est pas une bonne utilisation. Pourquoi? Parce que quand vous jouez tueur, si un survivant essaie de faire ça, vous avez juste à regarder le sol. Ça peut sembler très con, mais c'est le meilleur counter. Faut regarder le sol. Alors pourquoi le sol et pas une autre direction, vous me direz? Parce que déjà, quand vous regardez le sol, vous pouvez pister assez facilement d'où vient le faisceau. Donc vous avez juste à remonter le faisceau vers le mec qui veut vous aveugler, et hop, une petite attaque de base ou un petit pouvoir sur lui, et ça fait le café. Une deuxième raison de pourquoi regarder à terre, parce qu'en plus de pouvoir pister plus facilement faisceau, vous allez aussi pouvoir surprendre le survivant. En gros, quand un survivant va essayer de vous aveugler, généralement ceux qui vous aveuglent comme ça au pif, c'est pas des lumières, parce que c'est pas comme ça que j'utilise normalement une lampe torche correctement. Il va essayer et ça se voit pas forcément qu'un tueur regarde le sol. Ça se voit même pas du tout, si je dis pas de bêtises. Donc, il va pas comprendre que vous êtes en train de regarder le sol et d'esquiver sa lampe torche. Et il va croire qu'il va réussir à vous aveugler. Et du coup, vous l'avez dans le mille, au lieu de comprendre qu'il vaut mieux fuir et arrêter d'essayer d'aveugler,
bah, il va continuer d'essayer, il va croire qu'il va pouvoir et donc il va essayer. Et donc là, à ce moment-là, bah, pour vous, c'est tout bénef puisque le mec va sûrement pas fuir et vous allez sûrement pouvoir lui mettre une attaque de base par exemple. Maintenant, on va parler de bah, quand le survivant utilise correctement la lampe torche. Et là où ça va devenir un peu plus fâcheux. Déjà, quand vous êtes stun par une palette, vous pouvez vous faire aveugler pendant ce timing-là. Donc comme vous êtes stun, vous pouvez pas bouger, donc vous pouvez pas esquiver. Et si le survivant gère bien, c'est l'aveuglement assuré. Dans ces cas-là, le mieux, c'est que vu que vous venez de vous faire stun, ça veut dire qu'il y a une palette de drop juste devant vous. Ben, basiquement, vous cassez la palette. C'est tout con, mais c'est vraiment la meilleure utilisation qu'on peut faire. Puisque de toute manière, vous allez être aveuglé, vous allez être désorienté, donc globalement, vous ne pourrez pas bouger. Vous ne pourrez même pas essayer de vous rapprocher du survivant parce que la palette va vous bloquer. Donc vous ne pouvez même pas aller tout droit. Donc le mieux, c'est de la casser, comme ça, le temps de l'aveuglement, c'est cassé. Si jamais il continue de l'aveuglement, parce qu'on peut extendre l'aveuglement en restant avec la lampe torche sur la tête, n'oubliez pas la technique de regarder vers le sol, après que vous ayez entendu que la palette est détruite, bien sûr. Et vous pouvez essayer de vous rapprocher du survivant via les bruits qu'il peut faire. Par exemple, s'il est blessé, vous allez pouvoir le pister, ou s'il court, ou ce genre de truc. J'y reviendrai un peu après, vous inquiétez pas, on en reparlera de ça. Si maintenant il vous aveugle pendant que vous cassez une palette, ben là ça va être un peu le même cas de figure. Une fois qu'elle est cassée, vous essayez de vous diriger vers le survivant si vous êtes encore aveuglé en écoutant les bruits qu'il peut faire. Sinon, vous attendez basiquement la fin de l'aveuglement. Si on vous aveugle pendant que vous prenez une fenêtre d'ailleurs, ou parce qu'on peut, hein, il y a un timing, quand vous prenez une fenêtre, il y a moyen de vous aveugler, et ou quand vous avez cassé une palette, comme je vous expliquais avant. Il faut savoir que vous pouvez toujours chase quand même le survivant via les bruits. Faut pas hésiter à se repérer dans le son sur Dead by Daylight, et dans ce cas de figure là où vous êtes aveuglé, c'est très pratique. En particulier si le survivant est blessé, il va faire des gémissements, sauf s'il a des perks pour éviter ça. Mais globalement, il va faire des gémissements et vous allez pouvoir suivre via ces gémissements où ils sont. Donc si vous avez un peu de chance et qu'il n'y a pas d'obstacle en plus, vous allez basiquement pouvoir écouter les bruits qu'il fait et suivre les bruits à peu près. Comme ça, quand l'aveuglement est fini, hop, vous reprenez votre chase et vous n'avez pas tellement perdu de temps. Si maintenant il n'est pas blessé, vous pouvez toujours essayer de le suivre via les bruits de pas. Mais on va pas se mentir, c'est quand même plus compliqué. Ça peut le faire, mais ça reste plus compliqué et ça marche pas tout le temps très bien. Mais bon, de toute manière, autant le tenter, hein, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire pendant que vous êtes aveuglé. Donc c'est à peu près tout. Maintenant, on va parler d'une dernière chose, et c'est la meilleure utilisation de la lampe torche, mais qui peut être fait en fait. Hein. C'est vraiment la meilleure manière de l'utiliser et la manière du coup la plus chiante pour vous. Ça va être quand vous ramassez quelqu'un. Il faut savoir que quand vous ramassez un survivant, il y a un timing pendant lequel un autre survivant peut venir vous aveugler, où vous pouvez absolument pas counter ça. Hein. Vous êtes en animation, vous êtes bloqué. Et une fois que vous êtes aveuglé, vous lâchez du coup le survivant que vous venez de prendre. Et celui-ci s'échappe et c'est relou parce que du coup, il faut tout recommencer. Donc déjà, c'est un timing très précis parce que bien sûr, si un survivant essaie de vous aveugler alors que vous n'êtes plus en train de le ramasser, toujours la même technique, vous regardez vers le sol, vous esquivez la lampe torche, aucun souci. Le problème, c'est que quand vous ramassez quelqu'un, vers la fin de votre animation de ramassage, il y a quelqu'un qui peut commencer à vous pointer sa lampe torche. Et à peine le moment où vous êtes libre de vos mouvements, vous êtes aveuglé, vous pouvez pas l'esquiver et c'est là que vous lâchez le survivant. Je parle d'un timing quand même précis, je tiens à le préciser parce que si le survivant fait sa lampe torche trop tôt, donc pendant que vous êtes en pleine animation, vous allez certes être aveuglé, mais si vous aveugle trop tôt, vous n'allez pas lâcher le survivant, vous allez juste être aveuglé et vous allez le garder parce que le jeu considère que vous êtes en animation, donc vous n'allez pas le lâcher. Par contre, et si à l'inverse il le fait trop tard, bon ça c'est logique, et s'il met trop de temps à mettre sa lampe torche, toujours pareil, vous l'esquivez dès que vous êtes libre de vos mouvements et donc ça passe pas. Mais bon, maintenant les survivants, ils jouent plutôt bien pour certains, donc ils vont avoir les timings parfaits et ils vont vous la mettre et
Et si vous n'avez pas un peu de jugeote, ce que je viens de dire là suffira pas. Donc, le conseil de base, qui est applicable à tout le temps, c'est un truc à faire tout le temps, c'est une habitude à avoir, c'est quand vous donnez quelqu'un, si vous l'avez mis à terre alors qu'il est à côté d'un mur, ou d'un obstacle très haut, quoi, vous regardez le mur en question. Parce que du coup, vous vous en doutez, quand vous regardez le mur, vous pouvez pas être aveuglé. Je veux dire, il faut quand même que le suivant soit en face de vous. Donc, ça vous protège relativement bien de la lampe torche et c'est vraiment une habitude à avoir. Comme ça, dans la plupart des cas, hop, la lampe torche vous gêne pas. Maintenant, il peut pas y avoir tout le temps des murs. Donc, dans le cas où, a priori, vous avez pas de survivant qui vous traîne autour, en tout cas, vous en avez pas remarqué. La meilleure des façons, si vous savez qu'il y a des lampes torches dans votre game, c'est vous arrivez sur le mec, admettons vous le downez, et de base, un tueur, on va dire basique, hein, normalement, il va le down, il va avancer sur le survivant et il va le prendre. Donc il va pas, il va regarder dans la direction où il l'a basiquement tapé. Il va pas changer de direction pour une raison, enfin, normalement, bien sûr. Donc, vous commencez à voir où je veux en venir. Un survivant qui va vouloir vous aveugler, il va du coup prévoir que vous regardez dans une certaine direction, qui est toujours la même, et il va vous attendre à cet endroit-là. Donc, la technique, quand vous n'avez pas de mur, du coup, c'est basiquement de regarder dans une direction aléatoire. Vous arrivez sur le survivant comme pour le prendre, sauf qu'au moment de le prendre, au lieu de le prendre tout de suite, vous faites un décalage, je sais pas, de 80 degrés vers la droite, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, et hop, là vous le prenez. Donc basiquement, vous essayez de regarder dans une direction où vous vous dites, bon là, je pense pas qu'il y ait un survivant qui se cache par ici, donc ça devrait le faire, je devrais avoir le temps de le ramasser sans qu'on m'aveugle. Basiquement, c'est l'idée à avoir. Et une fois que vous avez fait ça, ben là, vous pouvez accrocher, vous faites votre vie. Maintenant, ça va pas toujours suffire ça non plus. Parce que bon, des survivants qui vous traînent vraiment autour, même si vous regardez dans une direction au pif, ils vont savoir quand même courir et arriver à temps devant vous pour vous aveugler. Là, j'ai pas grand conseil, si ce n'est que si vous voyez des survivants qui jouent vraiment bien comme ça, ils vont forcément vous tourner autour et être très près de vous. Ils n'ont pas le choix. S'ils sont loin, ils vont pas avoir le temps de contourner, de traverser littéralement pour repasser devant vous et vous aveugler. S'ils font ça, c'est forcément qu'ils sont près de vous. Donc là, c'est à vous d'être attentif, non pas au moment de le ramasser, mais un peu avant, pendant la chase, au moment où vous tombez le mec. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut être attentif. Il faut que vous fassiez attention si vous n'avez pas entendu des bruits de pas autres que le mec que vous chasez. Si vous n'avez pas vu des traces d'éraflure derrière vous, par exemple, de quelqu'un qui vous poursuivait pendant la chase, ou ce genre d'indice qui peut vous montrer qu'il y a quelqu'un qui vous suit, en gros. Parce que du coup, si vous ramassez le mec, forcément, là, il va venir vous aveugler. Donc à ce moment-là, si vous avez des indices qui vous montrent que clairement, il y a quelqu'un qui vous poursuit pour vos lampes torches, le mieux c'est vous pouvez tout à fait fake le prendre. Donc vous allez genre vers le mec comme si vous allez le prendre, et au dernier moment vous regardez autour de vous pour voir s'il n'y a pas un mec qui surgit et potentiellement lui donner un coup. Si d'ailleurs vous donnez un coup à un mec comme ça qui attendait près de vous pour lampe torche, généralement il va fuir loin, donc vous serez libre après de récupérer votre mec, hein. Faites semblant d'un peu le chase, et quand vous voyez qu'il est parti assez loin, qu'il n'aura pas le temps de revenir, hop, vous pouvez prendre le mec que vous avez down avant. Si malgré tout vous voyez que le type que vous venez de taper avec la lampe torche traîne toujours autour, par exemple se met derrière une palette et traîne toujours près de vous, dans l'attente de pouvoir vous aveugler quand vous prenez le survivant qui est down, là, vaut mieux insister sur la chase, hein. Là, vaut mieux ne pas le prendre. Alors, vous avez plusieurs façons. Soit vous y allez directement pour le down lui. Si vous voyez qu'il est baitable, vous faites semblant de retourner vers le survivant qui est down. Vous faites semblant de le prendre. En gros, vous allez sur lui. Et au dernier moment, vous le prenez pas, vous vous retournez. Et si ça l'a suffisamment bait, vous pourrez peut-être lui donner un coup et le down assez facilement. Ce qui est le cas optimal, mais ce qui n'arrive pas tout le temps malgré tout. C'est à peu près tout pour ce qui est de la lampe torche. Donc après, c'est beaucoup avec la pratique, vous allez savoir plus ou moins quand est-ce. C'est beaucoup d'attention, hein. Il faut faire attention déjà s'il y a des lampes torches dans la partie. Si vous savez qu'il y en a,
Faut jouer quand même plus prudemment, faire plus attention s'il n'y a pas des mecs qui vous poursuivent, donc c'est vraiment question d'habitude. Il me reste un dernier truc à vous évoquer, qui est le cas quand vous downez quelqu'un sur une palette. Parce que comme vous vous en doutez, c'est un peu comme la lampe torche, si vous faites tomber quelqu'un sur une palette, si jamais à la fin de votre animation où vous ramassez quelqu'un, quelqu'un donne la palette et vous stun, vous allez lâcher le mec et pareil, ça fera comme s'il avait wiggle et il s'échappe de votre emprise et il peut se remettre à courir et on recommence depuis le début. La plupart des cas, ce que je préconise, c'est quand vous tombez quelqu'un sur une palette, vous le ramassez directement. A priori, il y a, à moins que quelqu'un voulait vous lampe torche, il n'y a personne qui vous poursuit. Les survivants n'auront pas le temps de s'organiser pour venir vous mettre la palette, ils sont généralement trop loin, donc vous le prenez directement et normalement tout se passe bien. Maintenant, il y a des cas où vous en doutez où ça va pas être faisable. Vous en doutez que des fois, vous allez par exemple down votre survivant sur la palette, mais vous allez voir des survivants qui traînent pas loin, ou vous allez le down alors qu'ils étaient tous groupés, et donc vous savez qu'il y a du monde autour. Et si vous savez bien évidemment que les survivants sont pas sont pas totalement perdus et vont avoir le réflexe de donner la palette, à ce moment-là, vaut mieux pas le ramasser. Dans ces cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est basiquement regarder ce qu'il y a autour de vous. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui va essayer de donner la palette, vous le chasez, hein, vous commencez à prendre une chase sur lui pour essayer de le taper. Si vous voyez personne mais vous vous doutez qu'il y a des gens pour x ou y raison, vous pouvez pareil toujours bait le fait de le prendre. Donc vous allez sur lui, vous faites comme si vous alliez le prendre, au dernier moment vous le prenez pas et vous regardez autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de débarquer. Ça marche pas tout le temps, mais globalement ça marche quand même assez bien, hein, même si des fois les survivants se laissent pas bait. Dans les cas de figure optimales, dans ces cas-là, si vous chasez quelqu'un, c'est possible qu'il loupe autour de la palette. Je dirais que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce que souvent, un survivant qui va loop autour d'une palette où quelqu'un est down, au bout d'un moment, il va la down, la palette. En gros, vous allez le forcer à la down. Et quand la palette est down, vous la détruisez. Ou pas, d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez prendre le survivant que vous n'arrivez pas à prendre à cause de cette foutue palette. Si maintenant il s'éloigne de la palette et il loupe pas autour, là c'est à vous de voir. Si vous voyez que vous avez le timing de le reprendre, vous le reprenez. Mais c'est généralement assez rare, hein. Si les mecs vous voient retourner sur le survivant, ils vont réagir en conséquence si vous foncez dessus. Donc globalement le mieux c'est de commencer à chase les gens qu'il y a autour et d'essayer d'en down d'autres pour les ramasser eux beaucoup plus facilement. Voilà. Donc c'était une explication assez longue, mais au moins j'ai pu parler de mécanique que j'ai pas parlé dans la première vidéo. C'était pas adapté à la première de toute façon parce que c'est des trucs un peu plus techniques, hein. Généralement, quand on débute le jeu, on tombe pas sur des survivants qui jouent à la lampe torche ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans des tactiques un peu plus avancées, c'est important de savoir comment counter un peu tout ça. Au moins, vous avez toutes les infos là-dessus. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, j'ai bien fait une deuxième game. Ce coup-ci, je vous rassure, on va arrêter de parler des palettes et de tout ça. Je vais quand même mettre quelques points. Alors, du coup, on est tout bon. Donc, on va partir pour une dernière game d'explication un peu tuto. Donc là, cette game-là, elle va être, on va dire, peut-être pas moins importante, mais on va pas parler de choses extrêmement précises. En gros, là, je vous ai un peu donné les ressources pour réussir votre chase, sur comment il fallait faire. Je vous ai beaucoup donné d'infos sur les loops, ce genre de trucs. Donc là, on va plus parler de comment il faut réfléchir en tueur. Alors, comment expliquer ça? En gros, vous voyez, dans la partie 1, pour ceux qui ont suivi, je vous ai dit que vraiment le but principal du tueur, c'est d'accrocher les survivants pour gagner. Mais qu'il fallait aussi, comme autre objectif, protéger les gènes. Parce que si vous les protégez pas du tout, les survivants, ils vont rush les gènes, ils vont s'enfuir extrêmement rapidement, et vous aurez perdu. Donc là, on va vraiment parler de l'aspect
Est-ce que il faut que j'aille mettre de la pression sur les gènes? Est-ce que il faut que je continue mes chases? Parce que vous allez voir, il faut pas toujours chase. Il y a en particulier des chases qui vont vous coûter beaucoup de temps. Et ces chases là, ben, vaut mieux les lâcher. Faut pas hésiter des fois à lâcher un survivant pour dire bah, je vais mettre de la pression sur des générateurs dont je pense où il y a des survivants. Pour les faire fuir, pour faire agresser les générateurs et pour potentiellement down ces mecs là. Donc faut pas s'inquiéter à lâcher une chaise et c'est justement ce qu'on va essayer de voir. J'espère pouvoir vous montrer une bonne game où je peux bien représenter ça, où je peux bien vous dire comment je réfléchis à ce niveau là. Même si elle est pas parfaite et même si je fais des erreurs, mon but c'est vraiment de vous expliquer au mieux comment on peut essayer de réfléchir et ce qu'il faut essayer de faire. Après je risque bien sûr de faire des erreurs, j'essaierai de les relever si je les vois. Parce que bon, je joue pas parfaitement, hein, j'en fais encore moi-même. Et de ce point de vue-là, donc on va essayer de faire au mieux. On s'est trouvé des petits survivants. Ah, j'en profite pour ajouter quelque chose avant le début. Je joue avec des perks extrêmement basiques et j'ai pas pris de gros perks qui font agresser beaucoup les générateurs. J'ai juste pris Secousse qui est un des perks de base qui fait perdre de la progression quand on donne un survivant. Qui fait perdre de la progression aux générateurs qui sont près d'un survivant qu'on a down. Voilà, j'ai pris vraiment des trucs basiques. C'est le seul perk qui fait péter les générateurs. J'ai force brute pour casser plus vite les palettes, agitation pour transporter plus vite les corps et boucher sadique. Si vous voulez plus de détails sur les perks, j'en parle dans ma vidéo où je présente un peu tous les tueurs de base. Voilà, c'est juste pour précision, hein, j'ai pas des perks extrêmement évolués pour pouvoir vous montrer des exemples un peu plus concrets, on va dire. Voilà, donc on est parti. Donc je précise avant le début, je joue le piégeur, donc moi un petit truc spécifique à mon personnage, je vais devoir poser des trappes pour attraper les survivants avec ces trappes. C'est logique. C'est assez important en piégeur, j'en ferai pas le détail puisque on parlera plus de ça quand on fera son tuto entre guillemets. Mais c'est une mécanique vraiment importante. Donc comparé à beaucoup de tueurs qui à ce stade du jeu, hein, dès le début, vont essayer de se balader entre les générateurs pour trouver les survivants le plus rapidement, moi je suis obligé de prendre un peu de temps pour trapper les loops. Parce que c'est un peu mon seul moyen de counter et c'est important pour moi à ce niveau là. Donc là vous voyez que j'ai vu qu'il y avait des survivants qui traînaient autour. J'espère qu'ils m'ont pas vu trapper parce que ils vont sûrement se faire une joie de désarmer si c'est le cas. Là vous voyez, moi j'ai un générateur qui down dès le début. Après je m'en fais pas trop parce que j'ai pu armer quelques bonnes loupes. Dont la cabane du tueur que j'ai pas parlé avant mais... Faut savoir que la cabane du tueur c'est toujours une safe palette et une safe windows tant que la palette est pas down. Enfin détruite même pour être précis. C'est pas mal que j'ai pu l'armer comme ça. Là vous voyez on est sur une palette que j'ai pas pu... Après c'est pas grave. J'essaye toujours moi d'éviter de détruire les palettes trop vite en chase. Parce que ça fait perdre du temps et le but c'est vraiment de attraper les survivants assez vite. Vous voyez que cette chase là je l'ai prise. Bah au vu du générateur qui vient d'être fait, j'aurais peut-être pas dû la prendre. Mais après ça me gêne pas trop parce que les deux générateurs qui ont été faits, c'est deux générateurs dans des coins. Donc c'est vrai que ça me redonne un peu espoir. Si au mieux je peux défendre ces 3 gènes qui sont en suivant, c'est vraiment pas mal. Faut savoir que défendre 3 gènes comme ça qui sont dans la même ligne, c'est très bien. Parce que vous pouvez facilement check entre les différents gènes et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ce Bill? Ah bah c'est pas toujours facile Bill hein. Bon là vous voyez là quand c'est un kill comme ça gratuit vous prenez hein, bien sûr. On a la cave ici donc on va en profiter. En plus je pourrais la montrer parce que j'en ai parlé dans la première partie mais je l'avais pas montré. Donc voilà le basement hein, aussi appelé cave. Alors les 4 crochets qui ne peuvent pas être sabotés, c'est magnifique. Et voilà, du coup c'est ça la cabane du tueur d'ailleurs. Donc ça c'est
une palette et une fenêtre qui sont safe. Du moins, comme j'ai dit, tant que la palette n'est pas détruite. Donc c'est des très bons endroits pour les survivants loop. C'est généralement un endroit qu'on n'apprécie pas trop en tueur. Sauf pour sa cave qui spawn assez souvent, mais à part pour ça, on l'apprécie pas tellement. Je vais faire un truc que je fais pas trop d'habitude, c'est trapper une fenêtre. Alors d'habitude je le fais pas trop, mais là je vais le faire. Bon, j'aurais peut-être pas forcément dû trapper celle-là parce que j'avais des portes sur les côtés qui me permettent de... Bon bref, ça c'est plus du problème du pouvoir du tueur. Donc je vais moins entrer dans les détails, ça concerne pas trop ce que je veux parler sur cette game. Là vous voyez on a un survivant qui a été assez loin, je pense pas qu'on va prendre la chase parce que selon moi c'est pas un bon truc. Ce générateur là est sûrement pas fait, par contre pour ce qui est de ces deux générateurs là et en particulier de celui-là, il y a sûrement des mecs qui bossent. Donc on va essayer de mettre de la pression là-bas. Et là vous voyez, là ça a été commencé. Ça m'étonne qu'ils ont pas fait le générateur dans la cabane du tueur. Là je vous avoue que ça m'embête un peu parce que le gars qui faisait le générateur là-haut l'a sûrement repris. Ouais voilà. Les survivants sont assez coquilles hein, donc ils vont pas hésiter à reprendre des générateurs comme ça. Ça arrive même souvent que une fois que vous faisiez fuir des survivants d'un générateur, ces derniers, dès que vous avez le dos tourné, reviennent dessus. Bon, c'est quelque chose d'assez énervant, mais il n'y a pas grand chose à faire. Là, j'ai vu qu'il y avait deux survivants qui se baladaient ici. Donc, je vais en profiter pour les faire fuir de ce générateur et les chase. Parce que s'il y en a deux ici, il y a de grandes chances que les autres générateurs soient pas forcément bossés. Je pense qu'on va juste taper. On va faire un truc que je cautionne pas toujours, mais qui là me semble pas mal, c'est on va les laisser blesser et on va back sur les générateurs. On va continuer à mettre de la pression, je pense que c'est le meilleur truc à faire. On va pas se ruer dans une chaise longue trop vite. Là vous voyez. On va pouvoir blesser tout le monde, ce qui en soi est pas mal. Ça va nous donner un petit kill là-bas, donc ça c'est pas mal aussi, ça j'ai de la chance d'ailleurs. Parce que du coup mon père va faire exploser Gen, ce qui m'arrange beaucoup. Donc vous voyez, là typiquement c'est pas mal que j'ai mis de la pression Gen, même si j'ai pas continué les chases. Parce que la Meg allait m'emmener dans un endroit totalement isolé où il y avait rien. Et ça allait pas m'apporter grand chose en soi. Alors qu'en backant sur le Gen, j'ai pu le protéger, faire que les survivants perdent du temps parce que celui-ci a régressé. Et en plus j'ai blessé tous les survivants, ce qui leur met une pression monstre, puisque là ils savent qu'ils se prennent un coup, ils sont down. Donc ils vont être beaucoup moins coquilles, ils vont avoir beaucoup plus facilement peur, et c'est ce qui va beaucoup m'arranger. Bon là ça commence à se soigner, hein, vous inquiétez pas, ça se soigne toujours assez vite. Ça il faut pas trop s'en faire. Voilà, on a retrouvé déjà le bill. On peut se permettre de prendre la chase je pense, parce que ils ont pas encore dû avoir le temps de reprendre un gène, vu qu'ils viennent juste de se soigner. Hop, il va normalement. Ouh, il l'a pris en silence. Voilà, bon là, je sais que je vais le toucher après ce coup-là. Pareil, on va pas éterniser la chase. Vous voyez, il m'emmène dans un endroit où il n'y a pas de gène, ça m'arrange pas. Hop, on va lâcher. En plus, l'autre survivant a été des hooks. Donc il y a sûrement des gènes qui vont être pris, donc on va aller redéfendre nos générateurs. Faut toujours se poser la question, je pense surtout au début de jeu, si vous avez un peu de mal, posez-vous toujours la question, est-ce que je reprends le gène, enfin, est-ce que je continue la chase, est-ce que je la continue pas, vraiment c'est à vous de voir. Là par exemple, le problème c'est que la Meg, je vais pas pouvoir la poursuivre. Parce que la Jill, je le sens, va absolument vouloir revenir sur le gène. Ah non. En tout cas, chez d'autres survivants, ça aurait été très probable que la Jill, même en étant blessée, retourne dessus. C'est pas quelque chose de rare. Faut vraiment pas sous-estimer la coquinesse des survivants à ce niveau-là. Ça a des hooks, un de mes traps, c'est pas grave.
Je sais par contre que du coup si ça déhook par là, ça va peut-être vouloir bosser ce gène là, donc on va se méfier. Vous voyez que là on fait un peu durer la game mais c'est pas grave. Hop, on va aller taper. Le jeu n'est pas très avancé donc on va pas s'embêter à taper. Il faudrait quand même que je puisse down des personnes. Donc là la Meg, on va essayer de la down ce coup-ci. Qu'est-ce qu'elle va faire cette Meg? Ok. Bon là par contre ça va nous coûter le gène. J'en ai conscience mais c'est pas bien grave. Ça va nous coûter ce gène là pour être précis normalement. Après, ça m'étonne qu'il ait pas déjà été fait. Ok, elle s'est fait avoir par mon trap, c'est nickel. Je pensais qu'elle l'avait vu, mais apparemment pas. Donc bon, bah c'est tout bénef pour moi parce que ça écourte un peu la chase. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai perdu ce gène là, j'en avais plus ou moins conscience. Après, dans ce cas-là, moi ça me gêne pas trop, j'en ai encore deux avant qu'ils puissent finir la game. Et vu qu'ils en ont pas d'autres avancés, ça me dérange pas en soi que... Voilà, elle m'a enlevé mon trap. Mais ça c'est pas bien grave, on peut quand même faire une chase qui est tout à fait viable. Il va peut-être falloir mettre un peu de pression sur le générateur du haut. Ah bah quoi que vous voyez la Jill, je dois pouvoir l'avoir assez rapidement donc... Ah elle a des dards. Bon bah là, ça change un peu mes plans. J'ai perdu trop de temps. On va directement back sur ce gène. Vous voyez, faut pas hésiter à... Faut pas hésiter à back. Faut pas trop back sur les gènes non plus, il y a des moments où il faut pas. C'est vraiment question de dosage, après vous aurez ça plus ou moins en fait du temps. Bon là on va profiter de ça pour récupérer un kill gratos. Là. Il y a quelqu'un qui est pas blessé, my bad, c'est l'autre. Ok, ils étaient deux. Normalement là, elle a pas le temps d'échapper au coup. Bon ça c'est très bien d'ailleurs, elle a down une palette qui est extrêmement safe alors qu'elle avait pas la down à ce moment là, donc ça nous arrange. Très clairement. Je vois que le Bill s'amuse toujours à courir vers ce gène, ça m'arrange parce que je sais qu'il travaille pas du coup. Donc pour moi, un survivant qui travaille pas c'est tout bénef. Il va essayer de me bodyblock mais c'est pas grave, il y arrivera pas. Voilà, vous voyez que petit à petit, on commence à s'en sortir, on voit un peu le bout du tuyau. La Jill va tanker, c'est pas grave. Elle nous offre un kill gratuit. C'est très mal joué de sa part d'ailleurs, elle aurait pas dû des hooks. Mais qu'est-ce qu'il fait le Bill? Vous voyez ça typiquement, c'est le genre de joueur qui veut vous bait. C'est le genre de joueur qui faut pas trop aggro, vous voyez. Là il m'emmène dans une zone morte, hop, je vais lâcher. Il va juste être mat parce que je l'ai lâché d'ailleurs, hein, vraiment. C'est juste chier, hein, faut pas toujours se laisser bait. Là vous voyez qu'en plus j'ai un gros avantage, c'est que j'ai 3 jeunes qui sont dans la même zone, donc si je vois que les survivants voilà, vont dans cette zone là, j'hésite pas à les lâcher, elle va sûrement aller se soigner. Ah bon bah finalement non, elle a décidé de retourner par là, mais globalement elle aurait été là-bas, je l'aurais sûrement lâché. Ok, c'est un peu my bad. Ok là il va y avoir moyen. Je pense que là elle a fait une loupe de trop. Voilà, vous voyez, elle a fait une loupe de trop, elle aurait dû la prendre avant. C'est d'ailleurs pour en reparler un peu, ça c'est plutôt une semi-safe palette, hein, vous voyez qu'il y a moyen quand même de down le suivant une fois qu'elle a été abaissée. Alors, est-ce que ils m'auraient eu et est-ce qu'ils auraient bossé? Non, celui-là est pas fort avancé. Et celui-là non plus, donc on est très bien. Alors certes, il nous reste plus qu'un gène, mais on a quelqu'un qui est déjà mort. Aucun des 3 gènes restants n'est avancé, donc en vrai, on est plutôt Gucci. Plutôt content d'ailleurs parce que je vais vous montrer une game où...
Voilà, lui il va tanker. On va prendre, bien évidemment... on va se faire un plaisir. Là, vous voyez, le Bill, c'est un timing où je peux tout à fait le poursuivre. La Jill travaille pas de gêne. Au pire, il y a l'autre madame qui fait des gènes, mais c'est pas grave. À elle seule, elle finira pas un gène en 3 secondes. Donc, on va pour l'instant poursuivre le Bill. Ok. Bon, après, le Bill, s'il me fait perdre trop de temps, va falloir que je lâche, hein, bien sûr. Donc là, après, c'est à vous d'essayer de pas faire une chaise qui est trop longue. Si elle est trop longue, bah faut lâcher. Moi, je pense que je vais finir par la voir. Encore une. En vrai, là, on l'a, je pense. Voilà, nickel. Là, on l'a. Donc c'est vraiment à vous de voir. Il va peut-être des dards. Non, il va juste tourner autour d'un arbre. En vrai, c'est un peu my bad. J'ai mis un peu plus de temps que ce que je pensais. On va voir si ça va me coûter cher ou pas. Si ça me coûte cher, ça fera un très bon exemple. Donc au final, c'est pas grave. Ça fera un très bon exemple de ce que je dis de pas faire des chests qui sont trop longues. Voilà, bah voilà. Vous voyez, là, c'est typiquement, j'ai fait une erreur. Alors, j'ai peut-être un peu de chance, peut-être que je vais pouvoir m'arranger pour qu'elle soit pas trop grave. Elle est où la deuxième porte de sortie? Merde, le crochet. Merde, je vois pas la deuxième porte. Je vois celle-là. Ah, elle est là-bas, ok. Bon, je pense qu'il va y avoir moyen d'arranger... Oui, clairement il va y avoir moyen d'arranger le truc. Le Bill va mourir sur son crochet, ça j'ai un peu de chance. Sauf si les survivants s'organisent, mais... À quoi que la Jill va peut-être avoir le temps de le sauver, je sais pas. Bon, elle a de la chance que j'ai pas réarmé ce trap-là depuis le début. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop bien faites, hein. Il y a des trappes que j'aurais dû réarmer avec mon trappeur, très clairement. Elle s'est barrée par là. Bon, là, je vais vraiment me focus sur la chase. L'autre est sûrement parti à une des autres portes. Ça, je peux vraiment pas y faire grand chose. Oh, ça c'est bien pour nous. Ah bah voilà. Vous voyez, j'ai un peu de chance, hein. Du coup la game est un peu finito. Elle a beau s'être libérée, là je vais slug et je vais clairement finir la game. Mais ça aurait été une très très bonne game de démonstration, franchement. Je suis content que celle-là finisse sur YouTube. Parce qu'elle valait vraiment le coup à ce niveau-là. Donc voilà, on down et on va accrocher les deux dernières et c'est fini. Donc au moins ça vous aura montré un peu comment faut réfléchir. Vous l'avez vu, la chess que j'ai fait contre le Bill m'a coûté assez cher. Donc c'est un très bon exemple du genre de chess qu'il faut pas faire. Parce que ça a permis littéralement aux survivants de faire un générateur, le dernier. Hein. C'est surtout ça. En soi ça aurait pas été le dernier, ça aurait peut-être été moins grave. Et vu que c'était le dernier gène, c'est assez gênant. Donc là on est plutôt pas mal. Donc je pense que ça va conclure cette partie de vidéo. Voilà, on va mettre un petit GG bien évidemment. Pour des survivants qui sont faits, on va l'être. Et on a fait une plutôt bonne game. Donc je suis plutôt satisfait, je vous ai bien expliqué ce que je voulais dire. Donc à ce niveau-là, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais mettre des petits points de sang quand même sur mon trappeur, ça c'est pour le plaisir, bien évidemment. Surtout que là je peux redescendre assez bas.
Donc sinon, pour ce qui est de cette vidéo, je pense que je vous ai bien tout dit. Du coup, ce que je vais faire, c'est la prochaine vidéo que je vais sortir, qui va être la partie 3 donc, de cette série de tutos. Elle va être axée sur totalement autre chose. Elle va être axée sur les perks des survivants. Alors pourquoi? Parce que c'est un truc que j'ai pas du tout parlé, mais il y a plein de perks que vous allez rencontrer, surtout en montant en tueur, que les survivants vont avoir, et basiquement ce sera toujours les mêmes. Et donc j'ai décidé dans la troisième partie de parler vraiment de ça, d'une dizaine, allez au maximum d'une vingtaine de perks de survivants qui sont assez utilisés, qui peuvent être assez chiants. Donc je vais parler de comment ils fonctionnent et si c'est possible, comment les counter. Donc on va vraiment voir ça dans la troisième partie. On va parler que de ça, ça sera vraiment axé là-dessus. Vu que je vais pas parler de tous les perks bien évidemment parce qu'il y en a beaucoup trop, ça va être une vidéo de 3 heures sinon et c'est pas forcément ce que j'ai envie. On va parler vraiment des perks les plus utilisés. Donc après vous en faites pas pour les perks que j'aurais pas mentionné, vous pourrez toujours les voir par exemple en stream. Et surtout vous pourrez les voir par vous-même pendant vos games. Alors bon, il y en a certains, ça va peut-être pas vous faire plaisir de les connaître après la fin de la game, quoi, en les lisant. Mais bon, c'est honnêtement la meilleure moyen de les connaître et de savoir un peu ce qu'ils font. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas vraiment beaucoup d'autres choses à dire. Après, je peux vous faire une vidéo de 3 heures si vous voulez un jour, mais je pense pas que ça sera fait pour tout de suite. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ces vidéos tuto vous auront plu, qu'elles vous auront aidé. Moi, du coup, je vous dis sûrement à la prochaine vidéo pour ceux que ça intéressera. Et à une prochaine. Allez, bye bye.